laisser tomber un petit peu les hémisphères cérébraux pour s'attarder aux autres parties de l'encéphale. Donc, dans un premier temps, on va parler beaucoup du diencéphale. Alors, si vous vous souvenez d'un petit peu ce que je disais précédemment dans la capsule, il y a 3 parties dans le diencéphale. Il y a toujours le terme thalamus, puis souvent on va changer le préfixe. Donc, bien sûr, il y a le thalamus, mais l'autre composante, c'est l'hypothalamus et l'hypothalamus, qui, vous allez voir, occupe beaucoup de fonctions essentielles dans votre organisme. Et je vous disais un petit peu, à titre d'exemple d'image, si vous préférez, que le diencéphale, c'est une petite région au sein de votre cerveau, mais très importante. C'est pratiquement le cœur du cerveau. Vous allez voir, on régule beaucoup de fonctions importantes. Et là, on vous donne déjà quelques fonctions aussi. On vous dit que ça agit comme un relais pour les voix sensitives et tout, mais je vais en reparler tantôt. On va voir en fait que c'est pas tout à fait exact. Là. On vous parle de cette fonction-là comme si c'était pour tout le diencéphale, mais c'est faux. C'est surtout pour le thalamus, mais j'y reviendrai tantôt. Donc pour l'instant, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a 3 parties et que si jamais vous voyez ces termes-là, ben, vous êtes capable de dire c'est une partie du diencéphale. Maintenant, en termes d'anatomie, à quel endroit on situe le diencéphale? Bien, comme je le disais, c'est pas mal au cœur du cerveau. Et en fait, pour qu'on se situe, parce qu'ici, c'est vraiment une image où on a effectué un agrandissement. Donc, on le voit ici avec l'encadré. C'est peut-être un peu difficile pour vous de vous replacer, mais on a l'ensemble du cerveau aussi. Donc, on voit un des 2 hémisphères. Et dans l'encadré, ici, je fais un grossissement. Donc, c'est ce qu'on représente. Et on reconnaît donc le cervelet ici en arrière, le tronc cérébral, éventuellement la moelle épinière qui va descendre. Mais dans cette section-ci, je fais un agrandissement, mais on reconnaît en fait le corps calleux en substance blanche et tout ça, mais c'est des points de repère. Donc ça, c'est évidemment pas le diencéphale. Donc corps calleux, le cervelet ici, une partie du tronc. Okay? Donc juste pour que vous puissiez vous retrouver. Maintenant, le diencéphale, c'est ce qui est délimité par la ligne en mauve ici. Donc, à peu près l'équivalent de ce que je dessine présentement. Et tout ça, c'est le diencéphale. Et maintenant, on est capable de reconnaître les 3 régions du diencéphale. Alors, la première région qui est très centrale, qui ressemble un petit peu à un œuf, ou je dirais une forme ovoïde ou ovale, si vous préférez, c'est le thalamus. Okay? Donc, on verra ses fonctions, aux prochaines diapositives. Mais c'est à peu près ça. Le thalamus, là, c'est cette région-là ici. Maintenant, si vous descendez vers le bas et un petit peu vers l'avant, donc vous décentrez légèrement vers l'avant, cette région-là, l'hypothalamus, okay, donc si je vais avec des lettres, là, thalamus ici, H pour hypothalamus, juste un petit peu plus bas que le thalamus et vers l'avant. Et vers l'arrière, vous avez l'hypothalamus, donc à peu près au même niveau que le thalamus, mais on se dirige vers le cervelet, donc vers l'arrière. Et vous avez donc les 3 composantes, et l'ensemble de ces composantes, en fait, on va former ce qu'on appelle le diencéphale. Je trouve une petite parenthèse, c'est un détail, c'est pas tant important, mais souvent il y a une confusion. On va parler souvent de glande pinéale, d'hypothalamus, puis souvent, j'ai même vu ça dans certains livres de biologie ou certains enseignants qui vont dire que la glande pinéale, c'est exactement la même chose que l'hypothalamus, puis que c'est des synonymes. C'est pas une grosse erreur si vous me dites ça à l'examen, mais c'est pas tout à fait exact. Donc, je voulais quand même clarifier cette fausse conception qu'on a souvent, que j'entends souvent en tout cas. En fait, pour être tout à fait clair, l'hypothalamus, c'est une région du diencéphale et à l'intérieur, il y a différentes composantes, incluant la glande pinéale. Donc, c'est pas tout à fait faux d'associer l'hypothalamus à la glande pinéale. Je veux dire, c'est pas des synonymes, mais c'est vrai que la glande pinéale est une composante de l'hypothalamus. Mais ce qu'on oublie souvent, il y a d'autres éléments dans l'hypothalamus qui ne sont pas à l'étude dans mon cours. Et là, vous avez l'impression que c'est juste la glande pinéale, ce qui n'est pas tout à fait exact. Ceci étant dit, on ferme la parenthèse. Moi, pour l'examen, bien évidemment, je veux que tu saches le rôle de l'hypothalamus ou le rôle de la glande pinéale. Donc, ça a à peu près la même fonction parce qu'on ne voit pas les autres structures de l'hypothalamus. Et évidemment, vous êtes capable d'associer les deux. Donc, la glande pinéale est dans l'hypothalamus. Donc, vous êtes capable de vous situer en termes d'anatomie sur ce schéma-là. C'est parfait. Vous êtes capable de nommer les différentes composantes du diencéphale, c'est tout ce que je vous demande. Maintenant,
ce que je vais faire avec vous, c'est de voir un petit peu la fonction de ces 3 éléments du diencéphale. Donc, en d'autres mots, le diencéphale, à quoi ça sert? Hein? Qu'est-ce que ça fait pour votre organisme? Donc, je vais commencer par le plus simple, l'hypothalamus, justement, que je parlais précédemment. Mais on vous dit ici, justement, l'hypothalamus sécrète une hormone qui s'appelle la mélatonine. En fait, pour être plus précis, ce n'est pas tellement l'hypothalamus comme la glande pinéale qui est responsable de la mélatonine. Mais comme je le disais tantôt, on confond un petit peu les deux parfois. Et comme la glande pinéale fait partie de l'hypothalamus, ben on prend un petit raccourci ici parfois, puis on dit, l'hypothalamus fait la mélatonine. Mais techniquement parlant, c'est la glande pinéale qui sécrète la mélatonine et la glande pinéale fait partie de l'hypothalamus. Le rôle de la mélatonine, c'est généralement une hormone qui a plusieurs fonctions, mais la plus connue, et depuis longtemps, en fait, la mélatonine, ça provoque l'endormissement. Donc, ça vous aide à vous endormir. Ça, c'est ce que je vous demande pour le cours. Je rouvre une parenthèse culturelle. Vous n'avez pas à noter ça, c'est pour votre intérêt. Il y a des articles plus récents qui semblent suggérer que la mélatonine, sous certaines conditions, pourrait participer à la maturité sexuelle chez certaines personnes. Semble pas particulièrement active chez les femmes, entre autres, chez les jeunes filles, en fait, les adolescentes, en fait, qui sont dans leur pic de production, exemple, d'oestrogène. Mais on semble penser que la mélatonine vient renforcer un petit peu les effets de la spécialisation sexuelle, le développement des caractères sexuels et tout ça pendant l'adolescence. C'est relativement récent, c'est peut-être pas, je dirais pas que c'est pas reconnu de façon officielle, mais c'est pas encore très clair, disons-le comme ça. Donc, c'est probable que ça joue un rôle, mais ça reste à clarifier de façon plus solide d'un point de vue scientifique. Ce qui est solide, par contre, c'est qu'on sait vraiment depuis très longtemps que c'est une des hormones, en fait, c'est une hormone qui vous aide à vous endormir. Il y a d'autres, il ne faut pas penser qu'il y a juste la mélatonine qui est un facteur d'endormissement. Il y a d'autres signaux biologiques, il y a d'autres éléments au niveau du système nerveux endocrinien qui vont participer. C'est un phénomène complexe, s'endormir. Mais généralement, comment ça fonctionne? L'être humain, c'est un animal diurne, hein, de façon génétique, de façon naturelle. On est prédisposé naturellement, à notre naissance, à être actif le jour et dormir la nuit. Donc, il y a comme une espèce de conditionnement biologique à ce niveau-là qui fait que quand il commence à faire noir ou quand il y a moins de clarté, on va commencer à produire de la mélatonine et cette mélatonine va avoir différents effets sur l'encéphale, entre autres, et va provoquer le sentiment d'endormissement et tout, et vous aide à vous endormir. Souvent, vous me posez une question, là, c'est de la culture générale aussi, mais vous pensez immédiatement, surtout dans le cadre de votre future profession, hein, vous allez possiblement travailler de nuit pendant un bout, peut-être au début de votre carrière, hein, c'est fort probable. Et là, vous me dites tout le temps, ouais, mais qu'est-ce qui arrive pour ceux qui travaillent de nuit et qui dorment dans le jour? Bien, je vous dirais que la vraie question, c'est si vous avez un horaire stable. Donc, exemple, si vous travaillez de nuit pendant des mois et des mois, votre corps a une superbe faculté d'adaptation. Mais ce qu'on va se rendre compte, après, je sais pas, on vous regarde dans quelques années, ça fait 3-4 ans que vous travaillez de nuit, mais on va vite se rendre compte que votre corps a appris à produire de la mélatonine dans un cycle inversé. Autrement dit, il va arrêter d'en produire pendant les périodes sombres, puis quand il fait clair, il va commencer à en produire. Donc, on peut s'adapter comme ça, puis un peu vaincre notre tendance naturelle. Je dirais que la pire situation, c'est les gens qui travaillent 2 semaines de nuit, de soir, de jour, puis qui n'ont pas de cycle régulier. Donc là, ça, c'est difficile, très, très difficile, parce que là, votre corps n'est jamais capable de s'adapter. L'hypothalamus va produire de façon chaotique la mélatonine. Donc, quand c'est le temps de dormir, vous vous endormez pas, puis c'est le temps de travailler, vous endormez, puis donc ça devient un peu plus compliqué. Mais généralement, quand on est sur une longue période, on a le temps de s'adapter, puis votre corps apprend à bien réguler. C'est sûr qu'au début, c'est plus compliqué, parce que justement, de façon naturelle, on fait de la mélatonine la nuit, mais là, dans ce cas-ci, si vous laissez une période d'adaptation suffisamment longue, on devrait être capable de s'adapter. Je rouvre une autre parenthèse culturelle. Depuis plusieurs années, c'est devenu en vogue, là, aussitôt qu'on a des problèmes d'insomnie, très rapidement, on va chercher de la mélatonine à la pharmacie.
Hein, ça se vend sans prescription, puis c'est la façon facile. Je vous dirais, faites attention. Faites attention parce que vous associez, et on vous dit souvent, de façon incorrecte, si tu as de la misère à dormir, c'est parce que tu n'as pas de mélatonine. C'est vrai que ça peut être une cause d'insomnie. Donc, chez une personne qui a des faibles taux de mélatonine, le fait d'en prendre sous forme de médicament peut aider, je suis tout à fait d'accord, et dans ce cas-là, c'est une bonne idée. Mais malheureusement, il y a bien des cas d'insomnie où la mélatonine n'est pas responsable. Je l'ai dit tantôt, le sommeil, c'est un phénomène complexe. Donc, ça peut être pour d'autres causes. Et si vos taux d'hormones, de mélatonine est correct, regardez bien le piège que vous allez faire. Vous ne le savez pas que la mélatonine est correcte. Vous pensez que c'est le problème, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes à 100% de mélatonine, mais vous pensez que vos problèmes de sommeil, c'est à cause de ça. Vous allez à la pharmacie, vous allez en acheter. Si vous le prenez sous forme de médicament, sur une longue période ou à des doses fortes, qu'est-ce que votre corps va se dire? Qu'est-ce que l'hypothalamus va faire? Bien, il va arrêter la production de mélatonine. Pas besoin, j'en lis de façon artificielle. Donc, éventuellement, le risque, c'est que l'hypothalamus arrête de produire de la mélatonine. Et là, à un moment donné, vous ne voulez pas prendre le médicament le restant de vos jours. Et qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez de prendre le médicament. Et là, vous avez des problèmes d'insomnie encore plus forts parce que vous ne produisez plus de mélatonine. Et donc là, vous faites le lien, bien, une chance que je n'ai pas le choix de prendre le médicament, je ne dors pas sinon. C'est correct, mais vous avez créé votre propre problème. Donc, c'est très important. Puis cette logique-là est vraie pour beaucoup de médicaments. Il ne faut pas en prendre pour rien parce que souvent, les processus biologiques sont affectés. Si vous aviez à la base un problème de mélatonine, ça va. Mais sinon, le fait d'en prendre quand ce n'est pas nécessaire, vous risquez de vous nuire parce que là, vous allez arrêter la production de votre propre hormone. Et effectivement, vous allez créer un besoin. Puis là, des fois, vous me demandez, est-ce que c'est possible d'en reproduire éventuellement? Oui, c'est possible. Ça va varier d'une personne à l'autre. Des fois, c'est plus compliqué et tout. Mais il faut que pendant cette période-là, vous arrêtiez de prendre les médicaments comme une espèce de période de sevrage pour que l'hypothalamus recommence la production. Puis des fois, quand une glande arrête de produire des hormones, mais des fois, c'est plus difficile. Puis des fois, on en produit moins. Puis des fois, dans certains cas, on n'en produit plus du tout. Puis ça, d'un point de vue marketing, c'est super, là, parce que vous créez un besoin. Hein? Si tout le monde prend de la mélatonine sans prescription, puis tout le monde se crée un besoin, puis tout le monde arrête d'en produire, mais là, c'est vrai qu'on n'aura pas le choix d'aller en chercher. Donc là, on crée comme une fausse demande. En fait, soyez vigilants avec ça, parce que j'entends souvent des jeunes étudiants là, qui sont à l'université, qui travaillent de nuit comme après leur DEC, infirmière, puis sont difficiles, problème d'endormissement, insomnie. Oui, mais réfléchissez avant de prendre la mélatonine. Hein? Ce n'est pas toujours la cause. Des fois, ça peut être des causes psychologiques, des causes de stress, d'autres causes biologiques. Donc, il faut faire attention à ça, puis pas prendre ça sans réfléchir. Je ferme ma petite parenthèse culturelle et d'éducation en dehors de mon cours. Maintenant, je reviens à ce qui est plus important. Okay? Donc, tout ce que je vous demande, c'est si vous voyez le terme mélatonine, ça t'aide à t'endormir, ça provoque l'endormissement, produit où? Dans la glande pinéale ou dans l'hypothalamus. Okay? Donc, on a réglé une des composantes du diencéphale. Donc, on connaît déjà maintenant une de ses fonctions. Je vais aller de l'autre côté ici, le thalamus. Le thalamus, la fonction extrêmement importante, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises de façon officieuse dans différentes capsules. Là, on le fait officiellement. Premièrement, c'est vraiment une fonction sensitive. Donc, aucun rapport avec les fonctions motrices. Des fois, on mélange un petit peu. Thalamus, il est impliqué dans les voies sensitives et on vous dit que c'est un relais des influx sensitifs. Donc, exemple, si j'ai l'encéphale ici, je fais le thalamus avec un T ici, je vous dirais, à part d'une exception, tous les influx sensitifs passent par le thalamus et vont être relayés aux bons endroits dans le cerveau. C'est ça sa job. Et en fait, je vous donne un exemple. Que ce soit des influx nerveux qui arrivent par les nerfs spinaux, des influx nerveux associés évidemment à des sensations sensitives, exemple toucher, douleur, température, peu importe, on a vu ça avec les faisceaux tractus, donc nerf spinal, racine dorsale, on monte dans le bon faisceau tractus, cuniforme, gracile, spinothalamique, peu importe. Peu importe la décussation et tout ça, je ne refais pas les faisceaux, là. C'est juste pour vous faire comprendre que ce soit du toucher fin en bas de la taille, en haut de la taille, toucher grossier, peu importe, douleur, température, on arrive dans le thalamus. Puis si ce n'est pas des nerfs spinaux, ça peut être des nerfs crâniens. On a vu ça aussi il y a un petit bout de temps. Les 12 paires de nerfs crâniens. Donc,
on avait dit qu'au niveau du tronc cérébral, exemple, si c'est le tronc cérébral ici, ben, j'ai différents nerfs crâniens qui peuvent se brancher dans une des 3 sections du tronc. Mais on s'en va où après? Ben, on retourne au thalamus. Donc, que ce soit en provenance des nerfs spinaux, des nerfs crâniens qui arrivent par le tronc, on converge toujours par le thalamus. Ça peut être même le nerf optique au niveau des yeux. Lui, il ne passe pas par le tronc, il rentre direct dans le thalamus. Okay, j'ai comme 3 points d'arrivée. Hein. J'ai soit le nerf optique qui rentre direct, j'ai soit les nerfs crâniens qui arrivent dans le tronc et on remonte au thalamus, ou les 31 paires de nerfs spinaux qui arrivent par la moelle épinière. Mais peu importe, toutes ces sensations-là, en fait, tous ces influx nerveux associés aux différents stimuli sensitifs finissent dans le thalamus. Okay? Donc ça, c'est à part une exception que je vais parler tantôt. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, qu'est-ce qui fait le thalamus une fois qu'il reçoit les influx nerveux? C'est un peu comme une gare de triage, là. Okay? Ça me fait penser à un exemple qui est beaucoup moins actuel. Là, ça date d'une autre époque. Hein. On est à l'ère électronique des courriels et tout, des textos, donc les lettres papier, de moins en moins en vogue. Mais il y a une époque pas si lointaine, les gens communiquaient avec des lettres. Okay? Puis on marquait le code postal. Donc, qu'est-ce qui arrivait? On a des bureaux de poste. Hein, le facteur ramassait, on met ça aux boîtes aux lettres, le facteur ramasse les lettres, et avec le code postal, le bureau de poste envoyait les lettres au bon endroit au Québec. Tel code postal, c'est dans le nord du Québec, l'autre c'est à Gaspé, Montréal, Québec, peu importe. Et c'est le code postal qui indiquait au bureau de poste à quel endroit livrer le courrier. C'est exactement ça, un thalamus. Un thalamus, c'est un bureau de poste, et au lieu de distribuer des lettres, il distribue des influx nerveux aux bons endroits. Puis évidemment, le Québec, c'est le cerveau. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est que tous les influx nerveux sensitifs arrivent dans le thalamus et lui redistribue aux bons endroits les influx. Si c'est un influx associé à la vision, ben, on envoie ça dans la région occipitale, dans les aires visuelles primaires associatifs qu'on a déjà vus, donc dans les 2 aires visuelles. Si c'est une sensation tactile, ben là, le thalamus va envoyer ça dans l'aire somesthésique primaire. Éventuellement, ça va aller dans l'aire somesthésique associatif. Donc, c'est sa job de redistribuer. Et c'est vraiment important parce que si on a un problème, puis on n'est pas relié au bon endroit, on va interpréter de façon erronée. Il y a des maladies génétiques très, très rares. Ça, c'est vraiment de la culture. Okay? Une malformation. Les comptent sur les doigts d'une main. Vous avez peut-être vu ça à la télé, hein, Découverte en a parlé, puis il y a des émissions comme ça de vulgarisation grand public qui en a déjà parlé, que le thalamus a une mauvaise connexion. C'est exemple, il y avait 2 situations, entre autres avec le goût, mais le thalamus avait une 2e branche, donc on envoyait l'influx nerveux dans l'aire gustative, mais il y avait une 2e branche que les autres humains n'avaient pas chez cette personne-là, qui stimulait aussi l'aire visuelle. Donc, la personne, quand elle goûtait certaines saveurs, sucrées, salées, elle voyait en même temps des couleurs, mettons le sucre rouge, salé, jaune. Puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait des mauvaises connexions chez certaines personnes, très rares en fait, mais qui associaient, exemple, la vision avec l'audition. Donc, le thalamus, au lieu de renvoyer les influx nerveux juste dans l'aire auditive, il faisait une erreur de connexion et en envoyait également dans l'aire visuelle. Donc, sous la stimulation de certains sons à certaines fréquences, non seulement la personne percevait des sons, mais la musique, elle la voyait sous forme de couleurs, ce qui devait être vraiment très particulier, peut-être même très fascinant. Mais c'est juste pour vous dire à quel point que si vous interprétez le signal correctement, c'est vraiment la job du thalamus d'envoyer ça au bon endroit. Parce que si on se connecte sur un neurone qui est spécialisé dans le son, et alors que c'était un signal associé au goût, ben, l'interprétation est erronée. Okay? Donc, évidemment, ces exemples-là, c'était pour s'amuser, puis c'est relativement rare. Vous en verrez probablement pas dans votre carrière, des patients comme ça, là, ou très peu de chance. Mais c'était juste pour renforcer l'idée que le thalamus, travail très important. Donc, c'est pas juste d'apprendre le relais des influx sensitifs, c'est vraiment de comprendre qu'on redistribue aux bons endroits ces différents signaux-là. Puis évidemment, il faut que le thalamus fasse le travail, sinon il y aurait une erreur d'interprétation. Donc, on vient de régler une des premières fonctions du thalamus. C'est celle qu'on a le plus parlé dans le cours. C'est donc certainement une des plus importantes. Et je vous dirais que le thalamus est beaucoup plus compliqué. Hein? On fait beaucoup
plus de choses que ce qu'on veut bien vous dire, en fait, dans le cours. On sait que des fonctions associées à la cognition, donc capacité intellectuelle, capacité cognitive, d'analyse, d'intégration, donc un peu ces capacités associées généralement à l'intellect, là. Donc ça, on sait que le thalamus a un rôle, parce que des lésions dans le thalamus, il y a des propriétés cognitives qui se perdent chez le patient. On sait aussi que le thalamus joue un rôle dans le processus de mémorisation, donc retenir des notions, retenir des choses, se souvenir d'expériences passées. C'est pas juste le thalamus. Il y a plein de structures différentes. Il y en a plusieurs, là. Il y en a des dizaines. L'hippocampe, puis il y a plein d'éléments qui contribuent de façon plus ou moins directe, qui travaillent ensemble. Mais on sait que le thalamus aussi on comprend pas trop encore comment, mais on sait qu'il participe parce qu'encore une fois, certaines lésions dans le thalamus peuvent empêcher certains types, en fait, nuit au processus de mémorisation pour certains types de souvenirs. Et une autre fonction extrêmement importante, mis à part le relais des influx et la mémoire, on s'est rendu compte aussi que le thalamus joue un grand rôle d'un point de vue analytique, d'intégration, dans la première perception, et je rajouterai ici sensitive. Quand je dis sensitive, c'est qu'on s'est rendu compte le thalamus fait une première analyse en termes de certains signaux sensitifs, comme par exemple le toucher, douleur et température. Et là, je suis très conscient que ça vous met peut-être un petit peu... ça vient compliquer un peu ce que vous avez déjà appris, parce que quand j'ai parlé des aires du cerveau dans la capsule, exemple, l'aire visuelle primaire associative, l'aire somesthésique primaire associative, bien, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que l'aire somesthésique, exemple qui est impliqué dans l'analyse du toucher, douleur, température, bien, il y a toujours l'aire somesthésique primaire, la première analysée, qui va informer après l'aire somesthésique associative. Donc, je vous disais à l'époque, le somesthésique primaire va faire comme une première interprétation. L'objet est comme lisse, piquant, tout ça, mais tu n'es pas capable d'analyser plus loin. Et l'associatif va pousser plus loin l'analyse pour te dire, juste par le toucher, je suis capable de reconnaître un objet et de dire, ça c'est un crayon, c'est une pièce de monnaie ou peu importe. Okay? Donc, c'était l'exemple que j'avais utilisé dans la capsule. Mais là, on va pousser un peu plus loin. Là, vous aviez l'impression que l'analyse impliquait seulement 2 niveaux, mais en fait, c'est 3 niveaux d'analyse. Donc, il y a encore une impression encore plus grossière. Là, je l'ai faite avec le toucher, mais c'est la même logique pour la douleur, la température. Et je sais que c'est très difficile à comprendre parce que tout se passe en une fraction de seconde. Donc, quand on a l'idée que, je sais pas, je tiens un crayon dans ma main, ou que j'ai mal, on est déjà capable, on arrive déjà à la conclusion. Donc, c'est difficile de penser qu'il y a 3 étapes qui se font. Mais en une fraction de seconde, il y a vraiment comme 3 types d'analyse. Et le thalamus est impliqué pas mal dans la première perception de l'ensemble, pas tous, là, mais de beaucoup des signaux sensitifs. Donc, ce que ça veut dire, c'est que dans le fond, ta première analyse très, très grossière, c'est le thalamus qui l'a fait. Si je reviens c'est difficile pour moi de vous donner un exemple réel, là, parce que tout ça, c'est un peu en même temps quasiment, là, mais l'idée, mettons que tu as les yeux bandés, puis tu prends les objets dans ta poche, puis tu essaies de deviner la nature de l'objet simplement par le toucher. Donc, c'est pas l'aire visuelle ici qui est impliqué, c'est l'aire somesthésique, par le toucher. Mais avant d'arriver dans l'aire somesthésique, le thalamus va faire ta première impression. Oui, il va redistribuer les influx sensitifs aux bons endroits dans le cerveau, dans les bonnes aires. Mais la première chose, il y a une certaine capacité d'analyse, grossière, très, très grossière. C'est une première interprétation. Tu ne peux pas dire que c'est une pièce de monnaie ou un efface que tu touches. Mais la première sensation, exemple tactile ou de douleur de température, qui donne une première impression, c'est le thalamus qui le fait. Ensuite, quand il va redistribuer, donc si on est dans un concept de toucher, il va redistribuer l'influx sensitif à l'aire somesthésique primaire, qui va compléter un peu plus l'analyse de la sensation. Donc, OK, l'objet est vraiment lisse mais légèrement bossé, ou il pique pas, ou peu importe. OK, donc contour régulier, irrégulier, donc une autre impression. Et pour finir, là, c'est vraiment l'aire associative, exemple somesthésique associative, qui va vraiment intégrer de façon finale et que là, tu vas vraiment interpréter de façon claire et nette la sensation de toucher, douleur, température. Donc,
Si je résume tout ça, le thalamus, oui, il redistribue les influx au bon endroit, mais en plus participe à la mémoire, aux capacités, certaines capacités cognitives, intellectuelles, puis il participe à la première perception, première analyse très rough, très grossière, de certaines sensations sensitives, comme le toucher, douleur ou la température. OK? Donc, c'est juste ça. Hein? Alors, c'est pas bien compliqué. Tout ce que je peux vous demander, fonction du thalamus, l'hypothalamus, ou des questions à l'envers. Si le thalamus, c'est une maladie X, Y, Z, le thalamus ne fonctionne pas, qu'est-ce qu'on s'attend comme symptôme chez le patient? Perte de mémoire, perte d'analyse au niveau de certaines sensations. Peut-être que certains éléments sensitifs ne seront plus correctement interprétés parce qu'on ne se rend pas à destination. Où c'est plus complexe, c'est la dernière portion du diencéphale, ce qu'on appelle l'hypothalamus. Donc, l'hypothalamus, en fait, c'est une petite région, j'ai montré tantôt sur le schéma, très petite région du diencéphale, mais ô combien importante. Je vous disais tantôt que c'était comme le cœur, un petit peu du cerveau. Et là, vous allez comprendre pourquoi je disais ça. Donc, ici, il y a un certain nombre de fonctions, il y en a d'autres, c'est les plus importantes. Mais juste pour dire à quel point il est important, l'hypothalamus, c'est votre centre de régulation thermique. Donc, quand on vous parle de régulation de la température, le corps humain devrait être autour, dans la plupart des cas, être autour de 37 degrés Celsius. Peut-être à 36,9, 37,2, peu importe, mais autour de 37. Ça, c'est l'état d'équilibre. OK? Et si jamais vous tombez, parce que je ne sais pas, c'est l'hiver, vous êtes mal habillé, vous êtes en ski, il fait longtemps que vous skiez, vous commencez à avoir froid, puis là, la température diminue, tombe à 36, 35, bien, qui détecte ça? Évidemment, il y a des thermorécepteurs et tout, mais qui analyse tout ça? C'est l'hypothalamus, et c'est lui qui va prendre les décisions sous forme d'influx nerveux pour agir sur certains éléments de votre corps, certains effecteurs pour vous réchauffer. Vous êtes à Cuba, sur le bord de la plage, il fait 44 degrés, il fait chaud, c'est humide, puis votre température commence à augmenter. Là, la température augmente à, 41, 42, votre température corporelle, trop chaud. Donc, encore une fois, c'est le centre de thermorégulation de l'hypothalamus qui va détecter, qui va analyser ça et qui va agir sur les effecteurs, d'autres effecteurs, qui va permettre de vous refroidir et de maintenir le 37. Donc, quand on dit thermorégulation, c'est votre centre thermique, c'est le seul endroit dans votre organisme qu'on est capable de contrôler votre réponse, votre température corporelle en émettant la bonne réponse. Et c'est tout ce que je vous demande de retenir. Je rouvre une parenthèse, encore une fois, pour la culture. Vous verrez ça probablement en microbiologie. Il y a certaines situations où on a besoin d'augmenter votre température corporelle pour vous défendre contre, exemple, certains micro-organismes. On appelle ça la fièvre. Et la fièvre, en fait, c'est qu'on augmente la température de votre corps, 40, exemple, 39, 40, pour faire en sorte de limiter la reproduction de certaines bactéries. Les bactéries, souvent, qui vous infectent, par exemple, c'est un exemple parmi tant d'autres, aiment bien la température de 37. Donc, c'est comme la température optimale pour elles, pour faire des bébés et se multiplier et tout. Alors, si vous montez votre température corporelle, c'est plus difficile pour elles de se reproduire. Elles vont le faire plus lentement, ce qui donne une chance à vos défenses immunitaires de prendre le dessus pour les éliminer. C'est le concept de la fièvre, c'est un mécanisme de défense. Et c'est quoi le rapport avec l'hypothalamus? C'est parce qu'en fait, l'hypothalamus, s'il voit que vous augmentez de température, il n'aime pas ça, fait qu'il va vouloir rester à 37. Alors, il y a un mécanisme immunitaire que je ne vous explique pas aujourd'hui qui fait qu'on va désactiver le centre de régulation. La fonction de thermorégulation de l'hypothalamus va être tout simplement déréglée, ce qui nous permet d'augmenter la température. Et là, l'hypothalamus sera incapable de vous refroidir. Et on veut faire ça justement pour limiter la prolifération bactérienne. Mais évidemment, une fièvre, c'est pour vous défendre, mais une fièvre incontrôlée, ça peut être dangereux aussi. Parce qu'à un moment donné, si la température augmente trop, ça peut amener des dénaturation des enzymes, des protéines, puis ça peut même conduire à la mort. Donc évidemment, trop c'est comme pas assez, entre guillemets, mais je ferme la parenthèse. Donc, mis à part l'exception de la fièvre, normalement, l'hypothalamus contrôle très bien votre température corporelle. Donc, centre thermique pour la température. L'autre chose, c'est aussi un centre pour la faim et la soif. Donc, si vous n'avez pas bu assez de liquide, vous avez fait beaucoup de sport, puis vous ressentez la soif, c'est l'hypothalamus qui va analyser les différentes informations en provenance de différents récepteurs qui lui indiquent, là, on manque de liquide. Donc, c'est important pour vous d'aller
regarnir vos réserves de liquide. Et pour pour déclencher la prise de liquide, on vous donne la sensation de soif. Donc, vous allez boire, jusqu'à temps que l'hypothalamus, par son centre de la soif, détecte que la quantité de liquide est revenue à un niveau acceptable, l'équilibre est maintenu, donc là, vous n'aurez plus soif. Donc, cette sensation d'avoir soif ou non, c'est l'hypothalamus qui va la créer. Même chose pour l'apport alimentaire. Si ça fait 3 jours que vous n'avez pas mangé pour X raison, vous êtes affamé. Parce que là, vos réserves d'énergie sont très faibles. Alors, l'hypothalamus déclenche une sensation, va mesurer différentes substances chimiques, des récepteurs qui vont détecter c'est pas arachné les substances chimiques, mais le niveau d'acide gras, le niveau de glucose dans votre sang, et en détectant la quantité qui est trop faible ou trop forte, lui va pouvoir analyser si vous avez suffisamment mangé ou non. Et ce qui arrive, c'est que s'il calcule que vous n'avez pas assez de graisse ou de sucre dans le sang, là, il se dit « Oups, on n'a pas assez mangé », il déclenche la sensation de faim. Là, tu as faim, tu as le goût de manger, et pendant que tu vas manger, digérer tout ça, ce qui devrait remonter les niveaux de certains nutriments comme les acides gras ou le glucose. Et une fois que ça redevient à des niveaux acceptables, il faut que tu arrêtes de manger. Donc, l'hypothalamus va envoyer des signaux que tu vas interpréter, donc des influx nerveux que tu vas interpréter au niveau de ton cerveau comme étant le sentiment de satiété. Hein? Tu n'as vraiment plus faim, tu te sens plein, puis tu n'as plus le goût de manger. Donc, évidemment, l'hypothalamus va contrôler ces sensations-là pour te pousser à manger ou boire ou non selon tes besoins. Il y a une maladie relativement rare qui amène des lésions dans certaines régions de l'hypothalamus, entre autres au niveau des neurones qui s'occupent de l'apport alimentaire, centre de la faim. Et c'est très problématique. J'avais déjà vu un reportage là-dessus. C'est pas très drôle parce qu'imaginez-vous, surtout quand c'est des jeunes enfants, tu es toujours affamé et tu pourrais manger des kilos et des kilos de nourriture et tu ne seras jamais rassasié. Donc, il y a vraiment une dérégulation très forte de l'apport alimentaire. Il faut vraiment, dans ces cas-là, compter l'apport alimentaire de façon mathématique, voir si on mange trop ou pas assez. Et c'est terrible pour un jeune enfant parce que on voit dans certains cas, justement, des enfants qui sont tellement affamés qu'ils vont ouvrir des sacs de farine puis qui vont se remplir l'estomac avec à peu près n'importe quoi juste pour essayer de calmer cette sensation-là. Donc ça, c'est juste pour vous montrer à quel point on ne s'en rend pas compte, mais si l'hypothalamus est déréglé à ce niveau-là, bien évidemment, ça amène des problèmes d'apport alimentaire. Évidemment, on ne régule plus, on ne contrôle plus. Okay, donc, 2 fonctions assez faciles. Les 2 du haut ici, il n'y a pas grand-chose à dire pour l'instant. On va voir ça plus en détail éventuellement. Entre autres, fonctions endocriniennes. Peut-être que le terme endocrinien, c'est pas clair pour vous autres. Vous allez voir à la fin de la session, c'est un terme qu'on va utiliser beaucoup. Ça a rapport avec les hormones. Okay? Donc, fonction endocrinienne, ça veut dire que l'hypothalamus contrôle la production de certaines hormones. Et vous allez voir en fait qu'il y a plusieurs hormones clés dans votre corps qui sont extrêmement importantes. Par exemple, les hormones thyroïdiennes qui contrôlent le métabolisme, puis plein de choses comme ça, qui vont être contrôlées par des hormones en provenance de l'hypothalamus. C'est comme des hormones chefs un peu qui vont aller agir sur d'autres glandes pour produire d'autres hormones. Alors, encore une fois, si l'hypothalamus ne fonctionne pas et que ce groupe d'hormones-là n'est pas produit, il y a des processus clés très importants dans votre corps qui ne se feront pas. Donc, ici, c'est présenté comme dans une vision très large, fonction endocrinienne. Donc, vous ne savez pas trop encore comment ça marche. Vous savez que l'hypothalamus a un rôle important dans la production de certaines hormones pour contrôler certains processus biologiques clés. Ces processus-là, on va les voir à la fin de la session dans la séquence 9. Là, on va vraiment étudier le système endocrinien, en fait, donc les différentes hormones, puis on va revenir avec l'hypothalamus. Donc, pour aujourd'hui, je ne vais pas plus loin que ça. Donc, ça, vous gardez ça en tête. Même chose pour le SNA qu'on va voir bientôt dans la séquence 7. Donc, le système nerveux autonome, souvenez-vous, le système nerveux autonome, c'est cette partie du système nerveux qui s'occupe des organes. Donc, exemple, la réponse musculaire de l'estomac, de l'intestin, du cœur, peu importe. Donc, c'est une réponse involontaire, inconsciente. On avait dit un petit peu qu'il y avait le système nerveux autonome parasympathique, sympathique, etc. Mais ce que vous ne savez pas encore vraiment, c'est qui contrôle le système nerveux autonome. Mais une grande part de la régulation du système nerveux autonome provient de l'hypothalamus. Donc, éventuellement, très bientôt, en fait, dans la séquence 7, on va étudier le système nerveux autonome en détail. Et tous les effets que je vous parlerai
au niveau parasympathique, sympathique, peu importe, il faudra garder en tête qu'en fait, c'est l'hypothalamus qui va contrôler comme ça beaucoup des composantes du système nerveux autonome. Donc, encore une fois, un rôle très essentiel hein, ici. Sinon, imaginez-vous tout le système nerveux autonome qui ne répond pas. Hein. Suite à une lésion dans l'hypothalamus, tout ce contrôle d'organes-là, de façon involontaire, ne se ferait plus ou ne se ferait difficilement. Donc, ça pourrait être dramatique, évidemment. Donc, une autre fonction extrêmement importante. Ensuite, en termes d'émotion et de comportement, okay, là, il faut faire attention. Il y a une notion que je vais voir plus tard vers la fin de la capsule qui s'appelle le système limbique. Le système limbique, je vous dirais, bien, j'en parle un petit peu maintenant, mais c'est un ensemble de structures au niveau de l'encéphale qui contrôle les émotions. En fait, qui va générer l'ensemble des émotions. Le système limbique au complet, donc si je prends toutes les structures de l'encéphale impliquées qui est associée au système limbique, ben c'est comme ça qu'on va générer toutes les émotions que vous ressentez, positives ou négatives, la colère, l'agressivité, vous êtes heureux, pas heureux, malheureux, en amour, peu importe, tout ce que vous pouvez ressentir, ben c'est le système limbique qui s'occupe de ça. Puis évidemment, les émotions modulent. Hein? On vous dit que souvent le comportement est associé aux émotions, bien sûr. Si vous êtes très heureux et de bonne humeur, vous n'aurez pas le même comportement que si vous êtes fâché, agressif ou malheureux. Ça, c'est clair. Donc, c'est sûr que le fait de générer une émotion ou non par le système limbique va modifier ou avoir un impact sur votre comportement aussi. C'est quoi le lien avec l'hypothalamus? Je vais quand même fassiez attention parce qu'il y a un raccourci ici. Là. On a l'impression que l'hypothalamus s'occupe de toutes les émotions et tout le comportement, ce qui est totalement faux. L'hypothalamus est une composante qu'on peut associer au système limbique, mais il peut y avoir une douzaine de structures, là, même un peu plus, qui va être associée au système limbique. Donc oui, l'hypothalamus peut contrôler, générer ou participer à la création de certaines émotions. Puis il y a d'autres émotions qui vont être contrôlées par d'autres éléments du système limbique, ou il y a des émotions qui vont être contrôlées par l'hypothalamus en association avec d'autres structures que vous ne connaissez pas pour l'instant du système limbique, mais peu importe, ils contribuent à produire certaines émotions, mais c'est une composante parmi tant d'autres. Okay? Donc, il faut faire attention. Ceci étant dit, il y a une exception que je n'ai pas parlé encore. Et là, je vais faire un lien avec le thalamus. Tantôt, je vous disais que le thalamus est un relais des influx sensitifs pour tous les influx sensitifs, sauf une seule exception. Le seul élément sensitif qui ne passe pas dans le thalamus, c'est tous les influx nerveux associés à l'odorat, ce que vous allez sentir au niveau de votre nez. Et au lieu de passer par le thalamus, on va passer directement dans l'hypothalamus. Okay? Donc, si je fais un petit dessin résumé, là, le thalamus, on a vu tantôt, tout le monde passe par là. Mais l'hypothalamus qui est un peu plus bas, ben, c'est ici qu'on va passer pour l'odorat. Okay? Donc, ce que vous allez sentir, les odeurs, arrive directement dans l'hypothalamus. Et éventuellement, l'hypothalamus va envoyer ça dans les aires olfactives, primaires, associatives, donc pour détecter l'odeur. Hein. Ça sent une fleur, ça sent autre chose. Bon, voilà. Et là, vous allez faire un lien avec une notion que vous avez déjà entendue dans votre vie, je suis pas mal certain. Cette notion qui dit que l'odorat est un puissant mécanisme émotionnel chez l'animal, incluant l'être humain. Et là, il y a une raison biologique pour ça. Effectivement, l'odeur peut même conditionner les comportements amoureux. On peut être attiré de façon plus ou moins consciente vers une personne pour plein de raisons, mais l'odorat, de façon inconsciente souvent, va beaucoup moduler notre comportement amoureux, le fait qu'on est attiré par une personne A versus la personne B. Et ça, on ne s'en rend pas vraiment compte, mais c'est très bien documenté dans la littérature scientifique, donc c'est vrai. Il peut y avoir pensez des expériences de vie très simples, là. Vous n'avez plus faim, vous avez bien mangé, puis vous sentez une bonne odeur d'un dessert, vous ne le voyez pas, faites juste sentir l'odeur, puis là, vous avez comme envie de manger. L'inverse est tout. Donc, l'émotion peut moduler un comportement, mais c'est une émotion générée par l'odeur. Même chose, vous avez très faim, vous avez sauté une coupe de repas, puis un nouveau repas devant vous, puis ça sent très mauvais. Ça peut générer une émotion suffisamment négative pour vous couper l'appétit ou vous modifier votre comportement. Le fameux classique cliché au maximum d'un film d'amour de série B
avec un petit couple amoureux, puis là, le garçon s'en va, je sais pas trop où, puis là, la fille est triste parce qu'elle sent le chandail de son amoureux. On a vu ça des millions de fois à la télé. Mais il y a une composante, là. Il y a une composante du fait de sentir l'odeur de son amoureux, de son amoureuse, qui rappelle des souvenirs heureux, exemple. Donc, ce lien entre l'odorat et une mémoire affective, émotion positive ou négative, tout ça est relié, c'est vrai. Et là, vous êtes capable d'expliquer un petit peu pourquoi maintenant c'est possible. C'est pas le fruit du hasard que les influx nerveux au niveau de l'odorat sont de puissants moteurs émotifs. C'est parce qu'on arrive dans l'hypothalamus. Et contrairement au thalamus, l'hypothalamus, c'est une composante très importante du système limbique pour plusieurs émotions, comme on le disait tantôt. Donc, comme c'est le même organe, la même structure, en fait, qui s'occupe de certaines émotions et que c'est le relais pour l'olfaction, ben, c'est facile de faire le lien biologique entre les deux. L'odorat arrive ici et il peut y avoir une communication entre les neurones de l'hypothalamus voisins, là. Donc, les neurones qui s'occupent des émotions, exemple, ou qui participent à générer certaines émotions, comportements, puis les neurones d'à côté qui reçoivent l'information pour l'olfaction, ben, je vais juste envoyer un effet nerveux du neurone ici de l'olfaction, du relais de l'olfaction, vers le neurone d'à côté, synapse, donc une synapse entre les deux. Et c'est pour ça que c'est si puissant. Hein? C'est un des 5 sens les plus puissants pour générer des émotions. Donc, c'est simplement parce qu'on est localisé dans le même coin. Donc, l'hypothalamus s'occupe de ça aussi. Relais de l'olfaction, les émotions. Et la dernière fonction, c'est celle que je passe le plus vite. Je n'ai pas grand-chose à dire dessus. C'est un seul terme, mais assez complexe en fait, mais je ne veux pas trop m'étendre là-dessus pour rien. Ce qu'on appelle les rythmes biologiques, ou le vrai terme, en fait, c'est les rythmes circadiens, mais c'est pas grave, vous n'allez pas le retenir. Donc, les rythmes circadiens, peut-être que certains ont déjà entendu ça, ou les rythmes biologiques, c'est un peu comme l'horloge biologique. Dans vos cellules, il y a une espèce d'horloge biologique, en fait. Et cette horloge biologique, ce rythme biologique ou circadien, est contrôlé par l'hypothalamus. OK? Et c'est tout ce que je vous dirais pour l'examen. Maintenant, je vais quand même rajouter des détails culturels pour que ce soit un peu plus clair, mais ce n'est pas important ce que je dis. C'est juste pour vous aider, mais je n'irai pas aussi loin dans l'examen. Cette notion de rythme circadien ou biologique, je vous dirais que ça a été vraiment développé à partir des années 80. C'est devenu très populaire à partir de ces années-là. Puis je dirais que l'essor de la recherche, ça a été au milieu des années 90 à peu près. Puis c'est devenu très intéressant parce que on insère ça dans notre pratique médicale de plus en plus. Alors, un rythme biologique ou circadien, c'est quoi? Bien, je vais vous donner un exemple. Vous pensiez peut-être, comme les anciens médecins ou biologistes avant les années 80, que les molécules sont produites n'importe quand dans la journée, selon nos besoins. Mais on s'est rendu compte que la plupart des molécules, ça peut être des protéines, des hormones, peu importe, ont un rythme naturel de production. Je peux vous dire, par exemple, que l'hormone de croissance, pour la plupart des gens, il y a des pics. Il y a des pics de production qui vont se faire au niveau à peu près tard en soirée, là, 11h, minuit, 1h, puis après ça redescend. Et on s'est rendu compte que telle enzyme, telle protéine, peu importe, peut avoir des pics de production. Par exemple, je dis ça au hasard, mais pour une molécule, une enzyme donnée dans vos cellules ou un récepteur, une protéine, peu importe, bien, à 2h de l'après-midi, de 2 à 4, il y a un pic, 100% de production, puis ça va diminuer par la suite, puis le matin, il y en a peu. Et ces rythmes-là de production, ces rythmes biologiques qu'on comprend plus ou moins bien, on avance tranquillement, mais c'est quand même assez mystérieux parfois, c'est des mécanismes moléculaires qui vont contrôler comme ça, selon l'heure de la journée, si vous voulez, une production plus ou moins élevée pour des molécules. Et même si on comprend mal comment ces rythmes biologiques-là sont contrôlés, autrement dit, qu'est-ce qui dit à la cellule? Qu'est-ce que l'hypothalamus fait pour dire qu'à la cellule Z ou Y produit, là, c'est 2h de l'après-midi aujourd'hui, là, fait que produit plus? C'est un peu mystérieux. Mais dans la pratique médicale, même si on ne comprend pas trop, on intègre ça de plus en plus dans les traitements dans certains domaines, entre autres pour le cancer et d'autres domaines. Parce qu'on se dit, ben, pour être efficace, si on sait que la molécule que je cible avec mon médicament, qu'à 2h de l'après-midi, il va avoir un gros pic pour la plupart des gens, au lieu de donner le médicament le matin, parce que c'est facile pour le préposer dans son chiffre de faire l'étage, je ne sais pas moi, 5, exemple, mais là, on va peut-être dire, ben là, le médicament, on le donne entre 1h et 3h. C'est important de respecter ça pour maximiser l'efficacité. Donc, on considère de plus en plus dans la pratique médicale ces rythmes biologiques-là circadiens pour les molécules qu'on connaît.
Donc, je ferme la parenthèse. Si je reviens à mon cours, tout ce que vous avez à savoir, c'est que l'hypothalamus contrôle ces rythmes biologiques, ces rythmes circadiens. Et c'est quoi? Ben, c'est simplement que selon l'heure de la journée, il y a des molécules dans la cellule qui vont être produites de façon plus efficace. Et c'est pas 24 heures sur 24 de production, ça fluctue en fonction du temps. Donc, l'idée de base en biologie, c'était de penser qu'on produit les molécules selon les besoins. Manque de sucre, je fais une hormone qui augmente le taux de glycémie. Mais on se rend compte aussi que ces hormones-là, peu importe tes besoins, vont avoir un taux de production variable selon l'heure de la journée. Et cette interprétation du cycle est faite par l'hypothalamus. Okay? Donc, c'est un peu ça que ça veut dire en fait. Donc, l'hypothalamus, on voit qu'il fait beaucoup de choses. Maintenant, je suis certain que vous avez une question, en tout cas certains d'entre vous ont certainement cette question-là. L'hypothalamus, comment ça se fait qu'il peut faire autant de fonctions? C'est-tu les mêmes cellules qui s'occupent de ça? Donc, c'est tous les mêmes neurones et tout. Donc, je vous montre une petite image qui va peut-être clarifier cette question-là. Ce que j'encercle en rouge ici, c'est l'hypothalamus. Et là, vous voyez qu'il y a différents noyaux. Évidemment, vous n'allez pas m'apprendre le nom, le noyau préoptique, paraventriculaire, je ne veux pas que vous reteniez ça. Mais il y a plusieurs noyaux comme ça. Et ces noyaux-là, c'est quoi? C'est simplement des groupes, en fait, je l'ai écrit ici. Donc, un noyau, c'est un regroupement de corps cellulaires. Okay? Donc, c'est des neurones, comme ça, du système nerveux central qui sont rassemblés. Imaginez-vous, à l'intérieur, ici, vous remarquez qu'il y a des espèces de cercles de couleurs. Dans chaque cercle, c'est un noyau différent. Et mettons le noyau préoptique ici, bien, imaginez-vous que c'est un groupe de neurones, de corps cellulaires que je dessine ici. Là. Et mettons que j'en ai une centaine qui sont ici, là, qui font des axones qui vont se prolonger ailleurs, mais ce groupe de neurones-là travaillent ensemble et forment le noyau préoptique. Le noyau d'à côté, exemple, ici, qui s'appelle le noyau antérieur, c'est pas arachnide et non, comme je disais, mais c'est un autre groupe de neurones qui ont une fonction similaire. Donc, ce noyau-là travaille ensemble pour accomplir une autre fonction. Et chaque noyau, c'est un groupe de neurones qui travaillent ensemble pour une des fonctions de l'hypothalamus. Puis là, je dis ça au hasard, je ne le sais pas. Hein, je vous le dis, là, c'est pas vrai ce que je vais dire, mais exemple, le noyau postérieur constitue le centre, exemple, de la faim. C'est pas vrai, je dis ça au hasard. Il y a un autre noyau qui va s'occuper du centre de la régulation de température. Un autre qui est impliqué dans les émotions. L'autre, c'est le relais olfactif et tout. Et donc, tous ces noyaux-là, bien, chaque noyau participe, exemple, à réguler une des fonctions que j'ai vues sur la diapo précédente. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, comme je le disais, je ne veux pas que vous appreniez les noms de noyaux, c'est juste pour voir un petit peu comment tout ça s'organise. Et il y a une notion importante qui n'est pas écrite ici, mais que je veux que vous gardiez un petit peu en tête, c'est que sur le plan médical, je vous l'ai dit souvent dans la session, je suis toujours confronté à l'aspect pédagogique versus la réalité. Puis je vous ai souvent dit, ben, même si mon cours est difficile parfois et tout, j'en suis conscient, mais c'est quand même une simplification de la réalité par rapport à quand tu vas travailler. Donc, dans mon cours, exemple, si je vous disais qu'il y a une lésion à l'hypothalamus, puis c'est tout l'hypothalamus qui ne fonctionne pas, ben là, je vous demande, donnez-moi des signes cliniques ou symptômes, là, vous me diriez toutes les fonctions qu'on a vues précédemment. C'est comme si tous les noyaux ne fonctionneraient pas. Mais c'est très rare, hein? C'est très, très rare. Généralement, qu'est-ce qu'on va voir? Ben, c'est peut-être le noyau paraventriculaire qui ne fonctionne pas. Donc, les fonctions associées aux neurones dans ce noyau-là sont perdues, mais les autres fonctions vont se faire. Donc, c'est possible d'avoir une dérégulation de la faim suite à une lésion à l'hypothalamus, mais qu'on régule très bien la température. Je peux avoir des problèmes de contrôle de température et de faim, parce que j'ai deux noyaux qui sont abîmés, mais les autres noyaux fonctionnent. Fait que généralement, ce n'est pas tous les neurones qui vont être affectés suite à une maladie. Puis je vais aller plus loin que ça. Est-ce que c'est nécessairement tout le noyau qui est brisé? Ici, on a un noyau, hein, le noyau préoptique, là, il est quand même grand. Si ça se peut que ce soit juste 50% du noyau qui est brisé, mais j'ai 50% des neurones qui font le travail. Donc là, ça va expliquer qu'on a chez certains individus certaines fonctions contrôlées par exemple l'hypothalamus qui fonctionnent un peu moins bien qu'à la normale, peut-être à 30% d'efficacité, mais ce n'est pas à zéro. C'est pour ça qu'on a des phénotypes intermédiaires. Et ce concept-là, ben, c'est vrai pas juste pour l'hypothalamus, mais l'ensemble des organes, l'ensemble des régions du cerveau qu'on voit depuis le début dans ces capsules-là. Donc ça reflète beaucoup plus la réalité, évidemment.